Une jeune chômeuse s'est évanouie sur le trottoir, sans imaginer que l'homme qui l'a secourue était un millionnaire. Il est tombé follement amoureux. Le vent d'automne soufflait avec rudesse sur les trottoirs de Lyon, emportant les feuilles mortes et les pensées sombres de Claire Moreau. Ancienne institutrice, elle marchait lentement, le regard fixé sur le sol, le cœur alourdi par une nouvelle journée sans issue. Ce matin-là, elle avait passé un entretien pour un poste d'assistante dans une petite librairie. Encore une fois, le sourire compatissant du recruteur l'avait trahi. Il cherchait quelqu'un de plus dynamique. Depuis qu'elle avait été licenciée après la fermeture de son école, chaque tentative de réinsertion se soldait par une défaite silencieuse. Claire, 35 ans, portait un manteau élimé et des chaussures qui laissaient filtrer l'humidité. Elle n'avait rien mangé depuis la veille au soir, réservant ses dernières économies pour payer la facture d'électricité. Alors, qu'elle traversait la place Bellecour, entourée de passants absorbés par leur téléphone ou leurs pensées, sa vision se troubla. Un vertige l'envahit, suivi d'un froid intense. Elle s'arrêta une seconde, cherchant à s'accrocher à quelque chose, mais le monde bascula. Son corps s'affaissa lourdement sur les pavés, son sac se renversant dans un bruit sourd. Les passants continuèrent leur chemin. Certains ralentirent, jetèrent un coup d'œil rapide, puis s'éloignèrent, croyant peut-être à une mise en scène ou à une marginale. 1 minute passa, puis 2. Le bourdonnement de la ville étouffait la détresse muette de Claire. C'est alors qu'un homme s'arrêta brusquement. Il portait un costume anthracite parfaitement taillé et tenait un téléphone à l'oreille. Sa voix, calme mais ferme, s'interrompit quand il aperçut le corps allongé. Sans hésiter, il se pencha, posa une main légère sur l'épaule de Claire et vérifia sa respiration. Elle était faible mais régulière. Il raccrocha immédiatement, tira son propre manteau et le plaça sous la tête de la jeune femme. « Mademoiselle, vous m'entendez » murmura-t-il, ses traits marqués par une inquiétude sincère. Elle ne répondit pas. Un taxi passa à ce moment-là. L'homme se redressa d'un bond, fit signe au chauffeur de s'arrêter et avec précaution souleva Claire dans ses bras. Elle était légère, trop légère. Dans le véhicule, il donna l'adresse de l'hôpital Édouard Herriot et garda un œil attentif sur elle durant tout le trajet. Son téléphone vibrait sans cesse, mais il l'ignora. À l'hôpital, il fit les démarches nécessaires, resta jusqu'à ce qu'un médecin l'informe que la patiente reprenait conscience. Il refusa de donner son nom, insista simplement pour savoir si elle allait bien. Après quoi, sans bruit, il quitta l'établissement. Quelques heures plus tard, Claire ouvrit lentement les yeux, la tête encore lourde. Une infirmière s'approcha doucement. « Bonjour, mademoiselle Moreau. Vous avez fait un malaise. Un homme vous a trouvé et vous a amené ici. Il a payé les frais initiaux mais n'a laissé ni nom ni message. » Claire fronça les sourcils, elle fouilla dans ses souvenirs embrouillés, elle se rappelait le froid, la fatigue, puis rien. Juste un vague parfum boisé et la sensation de bras forts qui la soutenait. Elle tenta de se redresser, mais une main douce l'en dissuada. « Reposez-vous. Vous êtes déshydraté et épuisé. » Elle acquiesça faiblement. Dans sa tête, 1000 questions tourbillonnaient. Qui était cet homme? Pourquoi s'était-il arrêté alors que tous les autres l'avaient ignoré? Elle savait que ce genre de choses n'arrivait pas dans la vraie vie, ou du moins pas dans la sienne. Mais ailleurs, dans un bureau au sommet d'un immeuble moderne de Lyon, un homme regardait par la fenêtre, une main dans la poche, l'esprit ailleurs. Antoine Delacour, fondateur de Medinov, une entreprise pionnière dans la technologie médicale, n'arrivait pas à se concentrer. Il avait rencontré des centaines de personnes influentes, dirigé des projets complexes, pris des décisions valant des millions d'euros. Mais ce jour-là, tout ce qu'il voyait, c'était une femme inconsciente sur un trottoir et le poids inexplicable que ce regard absent avait laissé dans son cœur. Il n'avait pas de plan. Il n'avait même pas son nom jusqu'à ce que l'infirmière le lui révèle discrètement à l'hôpital, Claire Moreau. Un nom simple comme elle, un nom qu'il n'était pas prêt d'oublier. Le lendemain matin, la ville semblait engourdie sous une fine pluie persistante. Les rues de Lyon luisaient, comme si elles avaient été polies par la mélancolie. Dans un appartement sobre mais lumineux du quartier de la Croix-Rousse, Antoine Delacour fixait sa tasse de café refroidi. Le goût amer semblait moins lié à la boisson qu'à ce qui hantait ses pensées depuis la veille. Il n'avait pratiquement pas dormi, perturbé par une image qui refusait de le quitter, le visage pâle de cet inconnu étendu sur les pavés. Claire Moreau,
Antoine n'était pas un homme impulsif. Dans sa vie professionnelle comme dans ses affaires personnelles, il cultivait la rigueur et la discrétion. Pourtant, quelque chose en Claire avait fissuré sa routine bien huilée. Ce n'était pas de la pitié. C'était autre chose, un élan irrépressible, une sensation presque archaïque de devoir faire plus que simplement passer. Il avait demandé à son assistant de repousser toutes ses réunions. Le monde médical pouvait attendre quelques heures de plus. Son esprit n'était nulle part ailleurs que dans la chambre d'hôpital où il l'avait laissée. Il voulait s'assurer qu'elle allait bien. Il voulait la revoir. Sans prévenir, il retourna à l'hôpital en fin de matinée. Il s'arrêta à la réception, s'enquit discrètement de l'état de Claire. La jeune infirmière reconnut l'homme élégant de la veille et, bien qu'hésitante, lui indiqua que la patiente allait mieux, mais qu'elle avait demandé à partir dès que possible. Elle n'avait pas voulu rester plus longtemps qu'absolument nécessaire, invoquant un besoin urgent de régler des affaires personnelles. Antoine, pensif, se contenta de laisser un bouquet de marguerites, des fleurs simples, choisies précisément pour éviter toute impression de supériorité ou ostentation, accompagnées d'un petit mot rédigé de sa propre main. Si vous avez envie de parler, même brièvement, je vous invite à prendre un café, demain 15h, au Café des Artisans. Un passant. Claire, pendant ce temps, marchait à nouveau dans les rues de la ville, les jambes encore faibles. Elle avait récupéré ses affaires, refusé l'aide sociale proposée par l'assistante, hospitalière et avec un mélange d'orgueil et de lassitude, avait regagné sa chambre de bonne au 5e étage d'un immeuble vétuste. Son esprit était embrumé. Elle repensait à l'homme qui l'avait sauvée. Elle ne se rappelait que de bribes, un parfum discret, des gestes calmes, une voix rassurante. Elle n'avait pas l'habitude qu'on s'arrête pour elle. Elle n'attirait pas les regards. Elle passait comme une ombre à côté de la vie. Lorsqu'elle découvrit le bouquet et le mot, son cœur se serra. Ce n'était pas une déclaration, ni une dette à honorer. C'était une main tendue, dans un monde où les mains semblèrent de plus en plus rares. Elle hésita. Devait-elle y aller? Que voulait-il réellement? Et s'il espérait quelque chose en retour? Elle ne pouvait se permettre de s'accrocher à des illusions. Mais quelque chose dans la simplicité du message la troubla. Il n'avait pas signé. Il ne cherchait ni reconnaissance, ni gratitude. Juste un moment. Juste un café. Le lendemain, à 15h précises, Claire poussa la porte du Café des Artisans. L'endroit était modeste, chaleureux, avec ses banquettes en velours rouge usé et ses vieilles affiches de cinéma français au mur. Antoine était déjà là, assis à une table près de la fenêtre, un livre fermé devant lui. Lorsqu'il la vit, il se leva immédiatement, visiblement soulagé. « Claire ?» dit-il doucement, comme s'il voulait s'assurer que c'était bien elle. Elle hocha la tête, un peu gênée. Elle portait une robe sobre, ses cheveux attachés à la va-vite. Elle s'assit face à lui, les mains croisées sur ses genoux. « Merci, pour hier et pour aujourd'hui, » dit-elle enfin. Antoine secoua la tête presque surpris. « Ce n'est rien. J'ai simplement fait ce que n'importe qui aurait dû faire. » Claire esquissa un sourire triste. « Vous êtes bien optimiste. Les autres sont passés sans me voir. » Il ne sut quoi répondre. Il comprenait ce qu'elle voulait dire, mais n'avait pas les mots justes. Alors, il se contenta d'écouter. Pendant près d'1 heure, elle parla de sa situation, de ses années à enseigner avec passion, de la fermeture de son école, des démarches vaines, de la solitude. Elle n'était ni amère, ni plaintive. Juste honnête. Et cette honnêteté le toucha plus que tout. Il ne dit presque rien de lui. Il mentionna qu'il travaillait dans le domaine de la santé, sans entrer dans les détails. Il voulait que ce moment reste simple, sans hiérarchie, sans les barrières habituelles. Il craignait que la vérité sur son statut efface ce qu'il voyait dans ses yeux, une lueur fragile mais encore vivante. Quand elle partit, elle le remercia d'un ton neutre, presque formel, mais avec un regard différent. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, elle avait été vue. Pas comme une chômeuse, pas comme une femme perdue, mais comme une personne. Antoine resta assis quelques instants encore, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait cru. Il n'avait pas de plan, pas de stratégie. Il savait seulement une chose, il voulait la revoir. Et cette envie, pour la première fois depuis des années, n'était pas dictée par la logique ni par le calcul. C'était une évidence, inexplicable. Le ciel de Lyon était d'un gris épais, un manteau de nuages lourds menaçant une pluie qui ne venait jamais.
Antoine Delacour, malgré les appels qui s'accumulaient sur son téléphone, marchait d'un pas lent le long des quais de Saône. Sa rencontre avec Claire, 2 jours plus tôt, l'avait laissé troublé, bien au-delà de ce qu'il aurait pu prévoir. Elle n'était pas comme les autres. Elle ne cherchait pas à impressionner, à séduire, ni à attendrir. Elle racontait sa vie avec une franchise désarmante, une lucidité presque douloureuse, mais jamais teintée de ressentiment. Cela l'avait bouleversé. Il avait eu l'impression d'écouter quelqu'un qui parlait à nu, sans phare, sans attente, et cette voix, il avait envie de l'entendre encore. Il aurait pu l'inviter de nouveau, sous un prétexte quelconque. Il aurait pu envoyer un message, se présenter comme l'homme influent qu'il était, et l'entourer d'une sécurité matérielle qu'elle n'osait même plus rêver. Mais quelque chose le retenait. Ce n'était ni la peur d'être rejeté, ni la crainte du ridicule. C'était plus profond. Il voulait que chaque geste soit sincère et non dicté par sa position sociale. Il voulait être, pour elle, simplement, un homme. C'est ainsi qu'il revint au Café des Artisans, le même endroit discret, modeste et presque invisible dans la frénésie de la ville. Il demanda au serveur de transmettre une enveloppe à Claire s'il la voyait revenir un jour. À l'intérieur, pas de billets de banque ni de promesses, juste une carte écrite à la main. Le monde ne change pas en un jour. Mais parfois, une conversation suffit pour nous rappeler qu'il existe encore des choses vraies. Merci pour ce moment. Ah. Claire, de son côté, tentait de maintenir sa dignité malgré les circonstances. Sa journée avait commencé avec un courrier brutal. Sa demande de RSA venait d'être refusée pour cause de dossier incomplet. Elle n'avait plus que quelques euros en poche. Sa boîte mail ne contenait que des refus polis. Son réfrigérateur, quant à lui, était presque vide. Pourtant, lorsqu'elle repassa devant le café par habitude, comme si revenir à cet endroit pouvait la raccrocher à ce bref instant de réconfort, le serveur l'interpella doucement et lui remit l'enveloppe. En lisant les mots, elle sentit un frisson courir le long de son dos. Elle s'assit sur un banc proche, le regard perdu dans le va-et-vient des passants. Ce n'était qu'une carte, quelques lignes manuscrites, et pourtant cela valait plus qu'un chèque ou un coup de fil d'assistance. Cela signifiait qu'elle avait été écoutée, vraiment. Elle décida alors de ne pas fuir cette présence inattendue. Elle retourna au café le lendemain à la même heure, et une fois encore, il était là. Antoine leva les yeux de son livre et sourit, sincèrement surpris, mais heureux. « Je ne m'attendais pas à vous revoir, dit-il. »« Je ne savais pas moi-même si j'allais venir, » répondit-elle. Ils prirent place comme 2 habitués, dans ce coin tranquille où le monde semblait tourner plus lentement. Cette fois, la conversation glissa plus facilement. Claire avait délié un peu ses défenses. Elle raconta son enfance dans un petit village du Jura. Son amour précoce pour les livres, sa vocation d'enseigner qu'il avait portée pendant des années. Elle parlait avec une passion calme, les mains posées sur la table, les yeux parfois brillants de souvenirs. Antoine, lui, se contentait d'écouter, ponctuant ses silences d'une question subtile ou d'un hochement de tête attentif. Il avait rarement rencontré quelqu'un d'aussi transparent, d'aussi intensément humain. Il ne parlait pas de lui, pas encore. Il disait juste qu'il avait toujours cru à la discrétion et que son travail, bien que prenant, n'était pas ce qui le définissait. « Et vous faites quoi exactement ?» demanda-t-elle soudain, un peu gênée d'avoir tant monopolisé la parole. Il répondit calmement, sans mentir mais en restant vague. « Je travaille dans la santé publique, à ma façon. J'essaie de faire ce que je peux pour améliorer les choses. » Elle hocha la tête, acceptant cette réponse sans chercher plus, loin. Elle n'était pas du genre à fouiller. Ce qui comptait, c'était ce qu'elle ressentait à cet instant précis, et elle sentait en lui une attention sincère, rare, précieuse. Quand ils se séparèrent, elle lui dit au revoir avec un sourire timide, différent de celui du premier jour. Elle ne savait pas encore ce que cet homme représentait dans sa vie, mais il était devenu une présence, une lumière ténue, certes, mais qui perçait doucement les ténèbres de sa solitude. Antoine la regarda s'éloigner, une main dans la poche, l'autre tenant son livre. Il aurait pu la suivre, la questionner, chercher à percer ses défenses. Mais il savait qu'elle avait besoin de ce rythme, qu'elle venait vers lui à sa manière, et pour la première fois depuis longtemps, il acceptait de ne pas tout contrôler. Il rentra chez lui tard ce soir-là, traversant la ville avec une légèreté inhabituelle. Dans son bureau, face aux maquettes de projets médicaux et aux tableaux de croissance de son entreprise, il ne ressentait plus l'excitation d'antan.
Il savait que quelque chose avait changé, quelque chose en lui, et il n'en avait pas peur. Dans un carnet noir qu'il utilisait rarement, il écrivit une seule phrase. Écouter quelqu'un vraiment peut être plus transformateur que des années de réussite. Puis il referma le carnet et laissa le silence remplir la pièce. Un silence habité, réconfortant, presque joyeux. Les jours suivants s'étirèrent lentement, comme suspendus dans une attente silencieuse. Claire Moreau reprenait peu à peu une forme de routine, même si celle-ci était marquée par l'instabilité et l'incertitude. Chaque matin, elle se levait dans sa petite chambre glaciale, passait quelques instants à écouter les bruits de la ville s'éveiller, puis se préparait pour une nouvelle journée de recherches infructueuses. Elle avait appris à vivre avec peu, à mesurer chaque dépense, à compter chaque pièce de monnaie. Mais cette semaine-là, un nouveau seuil avait été franchi. Son compte bancaire était à découvert depuis plusieurs jours. Elle recevait des courriels menaçants de la banque, l'informant que si elle ne régularisait pas sa situation dans les 48 heures, ses services seraient suspendus. Pire encore, son propriétaire, un homme sec et peu compréhensif, lui avait glissé une lettre sous la porte. Un avis d'expulsion imminent si elle ne réglait pas les 2 mois de loyer en retard. Claire lut la lettre en silence, assise au bord de son lit. Elle ne pleura pas. Pas cette fois. Il n'y avait plus assez d'énergie en elle pour les larmes, juste un vide immense, une fatigue profonde qui menaçait de l'engloutir. Elle pensa brièvement à Antoine, à ses yeux attentifs, à ses silences lourds de sens. Mais elle se réprima aussitôt. Il ne devait rien savoir. Elle refusait d'être perçue comme une victime. Elle ne voulait surtout pas devenir une charge pour quelqu'un qu'elle connaissait à peine. Il lui avait tendu la main une fois. C'était suffisant. Elle se devait de régler ses problèmes seule, même si tout semblait désormais contre elle. Antoine, de son côté, continuait de penser à Claire plus qu'il ne l'aurait admis. Entre 2 réunions avec des chercheurs ou des investisseurs, son esprit vagabondait vers son sourire hésitant, ses silences sincères, la lumière étrange qui brillait dans ses yeux, malgré la noirceur évidente de sa situation. Il n'avait pas encore osé lui proposer une nouvelle rencontre, préférant laisser le lien se tisser lentement. Mais cette retenue ne l'empêchait pas d'agir. Discrètement, il avait demandé à un de ses contacts dans le domaine social de vérifier certaines informations sur Claire Moreau. Il n'avait pas utilisé son pouvoir pour forcer quoi que ce soit, mais les nouvelles qu'il reçut lui glacèrent le sang. Claire était au bord du gouffre, sans revenu fixe, sans soutien familial, sans sécurité. Son licenciement avait été brutal et mal indemnisé. Elle vivait dans des conditions précaires, et le risque d'expulsion n'était pas une menace. Sa lointaine, c'était une réalité imminente. Antoine serra les poings en lisant le rapport succinct que son contact lui avait remis. Il sentit monter en lui une colère qu'il connaissait bien, celle qu'il avait ressentie des années plus tôt, en voyant son père s'épuiser dans un système indifférent aux faibles. Il réfléchit longuement à ce qu'il pouvait faire. Il ne voulait pas brusquer Claire. Il savait qu'un geste trop visible pourrait être mal interprété. Elle était fière, et cette fierté, loin d'être une faiblesse, était ce qui la maintenait encore debout. Il devait donc agir, dans l'ombre, sans qu'elle en ait conscience. Il contacta une fondation qu'il finançait depuis plusieurs années, spécialisée dans le logement temporaire et l'accompagnement de personnes en situation de précarité. Il proposa, sans donner de nom, qu'un dossier prioritaire soit ouvert pour une femme dont le profil correspondait parfaitement à celui de Claire. Il indiqua les urgences, éviter une expulsion, offrir un hébergement temporaire, proposer un accompagnement administratif, le tout sous couvert d'anonymat. Il insista pour que la fondation soit celle qui prenne contact sans jamais mentionner son nom ou son implication. Le soir même, Claire reçut un appel d'une voix douce et posée. Une certaine Madame Léonard, de la Fondation Saint-Raphaël, lui expliqua qu'un dossier avait été ouvert à son nom, qu'il pouvait l'aider à trouver un arrangement avec son propriétaire et même lui proposer un logement transitoire si nécessaire. Claire resta sans voix. Elle n'avait rien demandé. Comment avait-il su? Qui avait transmis ces informations? L'infirmière de l'hôpital, un ancien collègue. Elle accepta néanmoins un rendez-vous par instinct de survie plus que par confiance. Au fond d'elle, une suspicion montait. Et si Antoine était derrière cela? Elle chassa cette pensée. Non, il n'aurait pas fait cela, ou bien, si. Elle se sentit envahie par une étrange ambivalence,
une gratitude muette et une gêne tenace. Si c'était lui, elle ne saurait jamais comment le regarder en face. Le lendemain, elle se rendit au siège de la Fondation, un immeuble discret du 7e arrondissement. Elle fut accueillie avec dignité, sans condescendance. Les assistantes sociales étaient bienveillantes, efficaces, respectueuses de sa pudeur. On lui proposa un plan de régularisation. On appela même son propriétaire pour négocier un sursis. Elle sortit du bureau un peu sonnée. C'était la première fois depuis longtemps qu'elle se sentait soutenue. De retour chez elle, elle s'assit en silence et observa la carte laissée par Antoine quelques jours plus tôt. Elle n'avait rien dit, rien fait depuis. Mais maintenant, elle comprenait. Même s'il ne lui avait rien avoué, même s'il avait tout fait pour rester. Dans l'ombre, elle savait. Elle le sentait. Et quelque chose en elle commença à vaciller. Ce n'était pas de la colère, c'était une forme de trouble profond. Elle n'aimait pas devoir. Elle n'aimait pas être aidée sans l'avoir demandé. Mais en même temps, elle n'avait pas été humiliée. Elle avait été vue, respectée, protégée à distance. Et cette forme d'attention silencieuse, presque invisible, la bouleversait plus que toutes les promesses du monde. Elle savait qu'un jour prochain, il lui faudrait parler à Antoine. Pas pour lui reprocher quoi que ce soit, mais pour comprendre, pour mettre des mots sur ce qu'elle ressentait, pour décider, en pleine conscience, si elle voulait ou non laisser cet homme entrer plus avant dans sa vie. Le vent soufflait plus fort ce soir-là, faisant vibrer les vitres de l'immeuble où Claire Moreau vivait encore, pour quelques jours du moins. Malgré l'intervention temporaire de la Fondation, elle savait que sa situation restait précaire. Les solutions proposées n'étaient que des rustines sur un naufrage plus vaste. Pourtant, une étrange paix régnait en elle depuis quelques jours. C'était fragile, presque irréel, comme si quelque chose ou quelqu'un empêchait. Les ténèbres de la submerger totalement. Elle ne voulait pas encore mettre un nom sur cette sensation, mais elle savait que les yeux silencieux d'Antoine n'étaient pas étrangers à cette lumière ténue. Ils s'étaient revus 2 fois depuis leur dernière rencontre au café. Chaque fois, l'échange avait été naturel, sans promesse ni sous-entendu. Antoine continuait à écouter plus qu'il ne parlait. Il se contentait d'être là, d'exister à côté d'elle sans chercher à la diriger. Claire ne comprenait pas cette patience. Elle avait connu l'indifférence, la condescendance, parfois même la pitié, mais jamais cette forme de présence discrète qui ne demandait rien en retour. Ce vendredi, ils se retrouvèrent à une petite brasserie du quartier Saint-Jean. Antoine avait choisi un lieu simple, authentique, où les clients parlaient au fort et les serveurs riaient franchement. Claire apprécia cette ambiance vivante, bien, loin des restaurants froids qu'elle imaginait pour un homme comme lui. Il portait un pull sombre, un manteau de laine, aucun signe extérieur de richesse. Il aurait pu être un professeur, un médecin, un employé parmi tant d'autres. Ils parlèrent de littérature, de leurs plats préférés, des paysages qu'ils aimeraient voir un jour. Claire se laissa aller à raconter une anecdote de ses années d'enseignement, une classe de CE1 qu'il avait surnommée « Madame Chat » à cause de son amour pour les félins. Antoine éclata de rire, un rire franc, presque enfantin, qui la fit sourire plus qu'elle ne l'aurait admis. Puis, le silence tomba entre eux, un silence plein de sens, comme une pause nécessaire, dans une partition trop dense. Ce fut Claire qui le rompit, soudain prise d'un besoin irrépressible de mettre en mots ce qui la rongeait. « Vous savez, je n'ai jamais eu de problème avec les gens riches, » dit-elle en regardant son verre. « C'est juste que je n'ai jamais eu l'impression d'en rencontrer un qui me voit vraiment. Quand on est pauvre, on devient transparent. Ou alors on vous regarde comme un projet, un cas social à sauver. On ne vous parle plus comme à une égale. » Antoine resta silencieux, les yeux fixés sur elle. Il sentait que ce qu'elle disait venait de loin, de très loin, d'un endroit douloureux et enfoui. Elle continua. « J'ai appris à lire dans une bibliothèque municipale parce qu'on n'avait pas de livres à la maison. Mon père travaillait de nuit et ma mère faisait des ménages. J'ai cru que devenir institutrice me protégerait. Mais même dans ce métier-là, on finit par être jeté, oublié. Et quand on tombe, il n'y a personne, sauf quelqu'un comme vous apparemment. » Elle releva enfin les yeux, comme pour le défier. Antoine soutint son regard. Il savait que le moment était venu. Il ne pouvait plus rester dans l'ombre de son identité. Il ne pouvait plus prétendre être simplement un homme parmi les autres. Pourtant, quelque chose en lui résistait encore. « Je ne veux pas que vous me voyiez différemment, dit-il d'une voix calme. Ce que je suis, ce que je fais, ce n'est pas important. Ce qui compte,
c'est ce qu'on partage, là, maintenant. » Mais cette phrase, qu'il croyait sincère, provoqua une réaction inattendue. Claire se redressa légèrement, les sourcils froncés. « Pas important? Comment ça, pas important? Vous dites travailler dans la santé publique, mais je sens bien que ce n'est pas toute la vérité. Il y a quelque chose que vous cachez, et je ne veux pas qu'on me mente. Pas encore. » Antoine baissa les yeux, sa gorge se nouant. Il n'était pas prêt, pas encore. Pas ce soir. Il craignait que la vérité n'efface tout ce qu'ils avaient bâti, mot après mot, silence après silence. Alors il se tut. Claire comprit alors qu'il y avait effectivement un mensonge, ou au moins un non-dit, et cela la blessa plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle se leva doucement, remit son manteau et prit son sac. « Merci pour le dîner, Antoine. C'était agréable, mais je crois que j'ai besoin de réfléchir. » Il ne tenta pas de la retenir. Il se contenta de la regarder s'éloigner, une douleur sourde naissant dans sa poitrine. Il n'avait rien dit, mais il avait déjà tout perdu. Dehors, la pluie s'était enfin décidée à tomber, fine et froide. Claire marcha longtemps, sans but, les mains enfoncées dans ses poches. Elle sentait son cœur se refermer. Elle avait cru un instant qu'elle pouvait faire confiance, qu'un lien pur pouvait naître même dans les circonstances les plus improbables. Mais elle se trompait. Il y avait toujours un mensonge, toujours une vérité qu'on vous cachait pour votre bien. Et pourtant, malgré la colère, malgré la déception, une part d'elle refusait de tourner définitivement la page. Parce que dans les gestes d'Antoine, dans son regard, dans son silence même, il y avait une sincérité qu'elle n'avait pas retrouvée ailleurs. Peut-être qu'un jour elle comprendrait. Mais pour l'instant, elle avait besoin de distance, elle avait besoin de silence. Le lundi suivant, Lyon s'éveilla sous un soleil timide, timbre pâle au-dessus des toits gris. Mais dans le cœur de Claire Moreau, aucune lumière ne filtrait. Elle avait passé le week-end enfermée dans sa chambre, le téléphone éteint, évitant toute distraction, tout contact. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Antoine, son visage calme, sa voix posée et surtout ce silence au moment crucial. Elle n'arrivait pas à déterminer ce qui l'avait le plus blessée. L'absence d'aveu ou le fait qu'il ait continué à se présenter comme un homme simple alors que tout en lui trahissait autre chose. Elle n'avait pas de preuves, juste une intuition aiguë presque douloureuse. Depuis leur première rencontre, quelque chose sonnait faux dans la façon dont il éludait les questions personnelles. Il n'était ni arrogant ni manipulateur, mais son humilité avait une précision presque théâtrale, comme s'il jouait un rôle qu'il avait longuement répété. Pourtant, il n'avait jamais tenté de la séduire, ni de se glorifier. Et c'était cela qui la rendait plus confuse encore. Ce matin-là, alors qu'elle sirotait un thé tiède, encore vêtue de son vieux peignoir, son attention fut attirée par une voix à la radio. Le journaliste parlait d'un gala de bienfaisance organisé au Palais de la Bourse, en présence de nombreuses personnalités du monde des affaires et de la médecine. Elle allait changer de station quand un nom la figea. Antoine Delacour. La prononciation était claire, articulée avec une emphase particulière. Claire se redressa, les yeux fixés sur l'appareil, comme si elle espérait que le nom s'efface. Mais non. La voix continua évoquant les récentes innovations de Medinov, une entreprise de pointe spécialisée dans la technologie médicale, dirigée par nul autre qu'Antoine Delacour. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Elle chercha son téléphone, ouvrit le navigateur, tapa son nom. En quelques secondes, des dizaines d'articles, de photos, de vidéos apparurent. Il y avait des clichés de lui dans des conférences internationales, des reportages sur ses projets caritatifs, des interviews où il évoquait sa vision de la médecine du futur. Et là, au centre de toutes ces images, se tenait l'homme qui lui avait offert des fleurs simples, qui l'avait écouté en silence, qui s'était présenté comme un travailleur de la santé publique. Elle tomba sur une photo du gala mentionné à la radio. Antoine dans un smoking noir, souriant aux côtés de ministres, de professeurs, de mécènes. Aucun doute n'était permis. La douleur fut immédiate, brutale, presque physique. Elle se sentit trahie, utilisée, humiliée. Comment avait-elle pu être aussi naïve? Elle, qui avait toujours été méfiante, qui avait appris à lire entre les lignes, s'était laissée attendrir par un homme qui vivait dans un univers qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Tous leurs échanges, leur silence, leurs rires, prenaient maintenant une teinte amère. Chaque geste qu'elle avait cru sincère devenait une mascarade.
Elle se sentit ridicule, comme une figurante dans une pièce dont elle ne connaissait pas le script. Elle passa le reste de la journée à marcher dans les rues, fuyant les regards, fuyant son propre reflet dans les vitrines. Elle tenta de se convaincre qu'elle avait rompu à temps, qu'elle n'avait rien perdu. Mais au fond, elle savait que c'était faux. Elle avait cru, ne serait-ce qu'un instant, qu'une relation pouvait naître entre deux êtres que tout opposait, mais qui s'étaient rencontrés au niveau le plus humain. La détresse, l'écoute, la vérité brute. Cette illusion désormais brisée, elle se sentit plus seule que jamais. Antoine, de son côté, ignorait encore l'ampleur du désastre. Il avait passé le week-end enfermé dans son manoir à Collonges au Mont-d'Or, entre doute et regret. Il se demandait comment retrouver Claire, comment lui dire qu'il avait eu tort, qu'il aurait dû être transparent dès le départ. Il relisait les messages qu'il n'avait jamais envoyés, des lignes brouillonnes écrites tard dans la nuit, remplies de formules hésitantes. Il ne savait pas comment la joindre sans qu'elle le rejette d'emblée. Et il redoutait que le mal soit déjà fait. Ce ne fut que le mardi matin, en feuilletant distraitement un journal économique, qu'il comprit. En dernière page, une photo du gala. Il s'y tenait, rigide, le regard fixé sur un point invisible. Et là, juste en dessous, son nom, son titre, ses fonctions. Il sut alors que Claire avait vu, et qu'elle ne reviendrait peut-être jamais. Il essaya de l'appeler. Le numéro ne répondait plus. Il alla jusqu'à son immeuble, hésita longuement avant de monter. La concierge lui annonça que la jeune femme avait quitté les lieux plus tôt dans la journée, sans dire où elle allait. Elle avait simplement rendu la clé en silence, avec un regard qu'elle n'oublierait pas. Antoine repartit le cœur en miettes. Le soir venu, il s'assit seul dans son bureau, dans cette maison trop grande, trop silencieuse. Il pensa à Claire, à ses paroles sur les riches, sur les invisibles. Elle avait raison, il l'avait trahi non pas par ses actes, mais par omission. Il avait voulu être différent. Mais en cachant sa réalité, il n'avait fait que reproduire ce que tant d'autres avaient fait avant lui. Il avait imposé à quelqu'un une vérité qu'il jugeait plus digeste, plus acceptable. Et maintenant, il ne savait plus comment réparer. Parce que parfois, une vérité tue au mauvais moment peut blesser plus qu'un mensonge. Parce que parfois, le silence fait plus de bruit que n'importe quelle parole. Et parce que, dans ce silence désormais, Claire n'était plus là. Antoine Delacour n'avait jamais connu ce genre d'angoisse. Habitué à maîtriser les crises, à prendre des décisions vitales dans l'urgence, il se trouvait cette fois désarmé, sans plan, sans solution. Tout ce qu'il savait, c'est que Claire s'était éloignée, blessée par une vérité qu'il n'avait pas su lui offrir à temps. Il ne pouvait pas revenir en arrière, il ne pouvait pas effacer ses silences. Mais il refusait de rester là, les bras croisés, à regarder s'éteindre ce lien rare qui s'était tissé entre eux. Il savait que chaque heure qui passait l'éloignait un peu plus de la possibilité de réparer ce qui avait été brisé. Il commença par chercher des moyens de la joindre. Le numéro de téléphone n'était plus actif et l'adresse e-mail qu'elle avait utilisée pour quelques échanges n'existait déjà plus. Il tenta de contacter discrètement l'assistante sociale de la Fondation Saint-Raphaël, espérant qu'elle aurait une piste, un nom, un endroit. Mais celle-ci, bien qu'ébranlée par sa détresse sincère, refusa de rompre la confidentialité. Antoine insista, non avec colère, mais avec une douleur visible. La femme le regarda un long moment, puis lui glissa une phrase presque murmurée. Parfois, le meilleur moyen d'aider quelqu'un, c'est de lui laisser le temps de revenir, si elle le souhaite. Cette réponse, bien qu'honnête, ne calma pas son désespoir. Il savait que Claire était fière et qu'elle ne reviendrait pas par confort. Elle reviendrait ou non par conviction. Il passa les jours suivants à écrire. Dans un carnet de cuir qu'il gardait pour ses réflexions privées, il posa des mots qu'il n'osait adresser à personne d'autre. Il décrivit la première, fois où il l'avait vue, affaissée sur la chaussée, et ce sentiment d'urgence qui l'avait poussé à tout arrêter pour la secourir. Il parla de sa voix, de sa manière d'écouter le monde, de sa façon de raconter ses épreuves sans se plaindre. Il écrivit tout ce qu'il aurait voulu lui dire, qu'il avait menti par peur d'être réduit à ce qu'il possédait, qu'il avait voulu être perçu pour ce qu'il était et non pour ce qu'il représentait. Mais il reconnut aussi qu'en agissant ainsi, il avait imposé un déséquilibre, qu'il avait nié son droit de savoir, son droit de choisir. Puis, après plusieurs nuits sans sommeil, il décida d'agir. Pas par des gestes grandioses, mais par une démarche sincère.
Il rédigea une lettre manuscrite sans fioriture. Il y parlait de lui pour la première fois sans masque. Il évoquait son parcours, la fortune construite après des années de travail acharné, les choix qu'il avait faits, les erreurs aussi. Il expliquait son silence, non pour l'excuser, mais pour le replacer dans ce qu'il était. Une maladresse. Humaine. Il termina la lettre ainsi: « Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne vous demande même pas de revenir. Je veux seulement que vous sachiez que ce que j'ai ressenti près de vous était vrai, et que si un jour vous me voyez encore comme un homme, et non comme un symbole, je serai là. » Il confia cette lettre à la Fondation, demandant simplement qu'elle lui soit remise si un jour Claire revenait en contact. Puis il s'effaça. Il cessa de chercher, cessa de questionner. Il continua son travail, mais sans la même ardeur. Il participait aux réunions, aux conférences, mais son esprit était ailleurs. Chaque femme croisée dans la rue, chaque silhouette, familière dans une foule, ravivait l'espoir et la douleur. Il se refusait à passer à autre chose, non par obsession, mais parce qu'il sentait que cette rencontre n'avait pas été un accident. Pendant ce temps, Claire vivait dans un centre d'accueil discret, géré par la même fondation. Elle avait accepté l'aide, non par faiblesse, mais par lucidité. Elle avait besoin d'un toit, d'un peu de stabilité pour se reconstruire. Elle ne parlait jamais d'Antoine aux autres résidentes. Elle gardait cette histoire pour elle, comme un chapitre clos qu'elle n'arrivait pas à relire. Pourtant, chaque nuit, avant de s'endormir, elle repensait à ses paroles, à ses regards, à ce qu'il avait fait pour elle sans jamais rien demander. La colère s'était atténuée. Restait un mélange de tristesse et de trouble. Elle ne savait plus si elle avait fui parce qu'il lui avait menti ou parce qu'il l'avait vu trop clairement. Ce fut une des assistantes sociales, un jour, qui lui tendit une enveloppe. Claire la prit sans un mot, reconnaissant aussitôt l'écriture. Elle s'enferma dans sa petite chambre, ouvrit lentement la lettre. Chaque mot la transperça. Il n'y avait ni justification ni plainte. Juste une vérité nue, offerte sans défense. Elle relut la lettre 3 fois puis la serra contre sa poitrine. Elle ne pleura pas, mais sentit son cœur battre autrement, comme si quelque chose se réalignait doucement. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle avait besoin de temps, de silence, mais elle décida de ne plus fuir. Elle retourna dans les quartiers qu'elle évitait. Elle s'assit de nouveau dans le café des artisans, seule face à la fenêtre. Et là, entre 2 gorgées de café noir, elle comprit qu'elle ne voulait pas que cette histoire finisse dans le silence. Pas parce qu'il était riche, pas parce qu'il l'avait aidée, mais parce qu'il avait vu en elle quelque chose que même elle avait oublié, sa valeur. Et cette redécouverte-là, elle ne voulait pas la perdre. Le matin se leva lentement sur les rues calmes de Lyon, enveloppées d'une brume légère qui adoucit les contours des immeubles. Dans un centre d'accueil discret situé dans le quartier de la Guillotière, Claire Moreau plie soigneusement sa couverture avant de s'asseoir au bord du lit. Elle partage désormais une chambre étroite avec une autre femme, ancienne aide-soignante, également tombée entre les mailles d'un filet social trop lâche. Le silence est pesant, seulement rompu par les bruits de pas dans le couloir et les murmures de celles qui, comme elle, vivent au jour le jour. Chaque geste, chaque parole est mesurée, chargée de dignité contenue. Claire n'a plus de montre, mais elle a appris à lire le temps dans les habitudes du lieu. Le chariot du petit déjeuner à 8 heures précises, les rotations du personnel, les départs discrets de celles qui trouvent un logement ou, plus souvent, disparaissent sans rien dire. Cela fait maintenant 6 jours qu'elle vit là, avec l'impression de flotter au-dessus de sa propre existence. Elle n'est pas en sécurité, mais elle n'est plus en chute libre. C'est un entre-deux douloureux, mais nécessaire. Malgré tout, elle se tient droite, les yeux ouverts, attentive au monde. Elle a accepté un petit travail temporaire de rangement dans un centre culturel voisin. C'est peu, mais cela l'aide à retrouver une forme de rythme, une structure, une raison de se lever le matin. Elle ne parle jamais d'Antoine aux autres femmes. Il reste son secret, son passé récent, sa blessure encore vive. Mais la lettre qu'il lui a écrite dort dans la poche intérieure de son manteau, soigneusement pliée comme un talisman qu'elle n'ose ni jeter ni relire trop souvent. Ce même jour, à l'autre bout de la ville, Antoine Delacour descend de son véhicule dans une ruelle peu fréquentée, un carton dans les bras. Il a pris l'habitude de venir en personne livrer des dons à plusieurs centres partenaires de sa fondation. C'est une façon pour lui de se reconnecter à la réalité, loin des chiffres, des contrats, des présentations PowerPoint.
Il n'a jamais cessé de penser à Claire, même si son nom n'a plus franchi ses lèvres. Il agit désormais dans le silence, espérant peut-être, sans se l'avouer, tomber sur elle par hasard. Ce matin-là, en entrant dans le foyer de la guillotière, il échange quelques mots avec l'agent d'accueil, puis pose son carton près du bureau. Une bénévole lui propose un café qu'il accepte par politesse. Il s'installe sur un banc de bois près de la salle commune, le regard perdu dans les allées et venues. Il observe les femmes qui passent, certaines la tête baissée, d'autres avec une dignité farouche. Et puis soudain, il la voit. Claire, vêtue d'un manteau trop large, ses cheveux relevés dans un chignon lâche, traverse le couloir en tenant un sac de linge. Elle ne le voit pas immédiatement. Antoine, lui, sent son cœur se contracter. Il ne bouge pas, il la regarde marcher, concentré, presque mécanique. Quand leurs regards se croisent enfin, l'instant semble suspendu. Claire s'arrête net. Ses mains se crispent sur le sac. Il ne dit rien, ne se lève pas. Il attend, incertain, vulnérable. Elle reste figée une seconde, puis reprend sa marche sans dire un mot, contournant la pièce, disparaissant derrière une porte. Antoine baisse les yeux. Il aurait pu l'appeler, courir après elle, lui parler. Mais quelque chose en lui l'en empêche. Il comprend qu'ici, dans ce lieu, elle a peut-être trouvé une forme de refuge qu'il n'a pas le droit de perturber. Il termine son café froid, remercie la bénévole et s'en va sans bruit. Claire, de l'autre côté de la porte, s'appuie contre le mur. Elle respire lentement, comme pour ne pas s'effondrer. Elle l'a vu. Il n'était pas une image, un souvenir ou une illusion. Il était là, en chair et en os, apportant des dons comme un homme ordinaire. Elle est troublée mais pas en colère. Pas cette fois. Ce qu'elle a ressenti à cet instant n'était pas une trahison renouvelée, mais une douleur ancienne réveillée par la présence même de celui qui la lui avait infligée. Elle comprend maintenant que la frontière entre la déception et la tendresse est parfois mince, qu'il est possible d'en vouloir à quelqu'un tout en espérant encore qu'il vous voie. Le soir venu, elle retrouve son lit, la lettre toujours, dans sa poche. Elle la sort, la relit encore une fois. Chaque mot résonne différemment maintenant qu'elle a revu son visage. Elle sait qu'il n'est pas venu pour elle, pas directement. Mais elle sait aussi que ses gestes ne sont pas fins. Il aurait pu envoyer quelqu'un. Il aurait pu rester à distance. Il a choisi d'être là, dans le lieu même où son orgueil aurait pu le faire fuir. Et cela sans rien attendre. Les jours suivants, Claire se concentre sur ses tâches, mais une agitation nouvelle l'habite. Une question la hante. Et s'il avait vraiment changé? Et s'il n'avait jamais voulu jouer un rôle? Elle commence à interroger les autres femmes du centre, doucement, sans nommer personne. Certaines parlent d'un homme élégant qui vient parfois avec des cartons. Elles le décrivent avec respect, sans savoir qui il est vraiment. Il ne parle jamais de lui, ne donne pas d'ordre, ne s'impose pas. Il aide simplement. Un soir, elle croise à nouveau la bénévole du jour où elle l'a vue. Elle s'approche d'elle, la voix un peu tremblante. Le monsieur qui est venu l'autre matin, il s'appelle comment? La femme sourit. Antoine. Il ne donne pas son nom de famille, mais on sait que c'est lui qui finance en grande partie ce centre. Il est discret. Il vient souvent, il reste peu, mais il s'informe toujours sur les besoins. Claire hoche la tête, le cœur battant. Tout se confirme. Ce n'était pas un passage, ce n'était pas un hasard. C'était un fil continu, un engagement qu'il poursuivait loin d'elle, sans bruit. Elle ne sait pas encore ce qu'elle va faire. Mais elle sait une chose, ce qu'elle croyait détruit est peut-être en train de se reconstruire, lentement, douloureusement, mais avec des fondations nouvelles. Non plus sur des illusions, mais sur des gestes, sur une réalité humble, sur une vérité silencieuse. Le ciel était clair ce jour-là, un de ces ciels limpides de la fin de l'hiver où le froid persiste malgré la lumière. Claire Moreau se rendait à pied au centre culturel, où elle aidait à classer les livres d'une petite bibliothèque associative. Elle n'avait pas encore retrouvé un emploi stable, mais ce travail bénévole lui permettait de se sentir utile, de reprendre pied dans une réalité qu'elle contrôlait un peu mieux. Elle ne pensait plus à Antoine tous les jours, mais son image n'avait pas quitté son esprit. Depuis la dernière fois qu'elle l'avait aperçu au centre d'accueil, elle n'avait cessé de se demander ce qu'elle aurait dit s'il s'était parlé. Les mots tournaient en boucle, se recomposaient, se déformaient. À défaut de le revoir, elle avait appris à apprivoiser son souvenir. Ce matin-là, alors qu'elle réorganisait une étagère, elle entendit une voix familière. Une voix jeune, vive, pleine d'assurance, qui la fit se retourner brusquement.
Une jeune femme venait d'entrer dans la salle, discutant avec le responsable du centre. Claire la reconnut immédiatement. Louise Perrin, une ancienne élève. Elle avait été dans sa classe il y a plus de 15 ans, une enfant vive, curieuse, passionnée de lecture. Claire l'avait perdue de vue après son départ du collège, mais son visage n'avait pas changé. Il y avait toujours ce même éclat dans les yeux, cette énergie contagieuse. Louise ne remarqua pas Claire tout de suite. C'est seulement après avoir salué le personnel qu'elle tourna la tête et la vit. Elle s'interrompit net, un sourire large s'étendant sur son visage. « Madame Moreau, c'est bien vous ?» Claire se redressa, surprise, un peu émue. « Louise, c'est incroyable. Je ne pensais pas te revoir ici. Moi non plus, je ne savais pas que vous travailliez ici. » Claire sourit doucement, esquivant la remarque. « Je donne un petit coup de main. Rien d'officiel. Et toi, que deviens-tu » Louise se lança dans un récit plein d'enthousiasme. Elle avait fait des études de commerce, puis s'était spécialisée dans la gestion de projets innovants. Elle travaillait maintenant dans une entreprise de technologie médicale qui développait des solutions pour les hôpitaux publics. Claire l'écoutait avec attention, heureuse de voir que cette jeune fille avait trouvé sa voie. Mais elle sentit son cœur se serrer quand Louise prononça les mots suivants. « Je travaille chez Medinov, vous connaissez? C'est une boîte incroyable. On fait des trucs vraiment utiles. Et surtout, le patron est exceptionnel. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. » Claire se figea. Son souffle se suspendit un instant. Elle tenta de garder une expression neutre. « Et qui dirige Medinov ?»« Antoine Delacour, il est assez connu dans notre milieu. Vous avez peut-être vu son nom dans les journaux. C'est quelqu'un de très discret, mais il fait énormément pour les gens sans jamais chercher à se mettre en avant. Il nous rappelle souvent que l'innovation n'a de sens que si elle sert les autres. Et il est toujours le premier à venir en aide, même dans des situations très humaines, vous voyez? Il vient parfois dans les centres qu'on soutient, sans caméra, sans discours, juste pour comprendre ce qui manque. » Claire écoutait sans répondre, la gorge nouée. Elle sentait chaque mot de Louise comme une onde de choc. Ce qu'elle entendait confirmait ce qu'elle soupçonnait depuis leur dernière rencontre. Antoine n'avait jamais joué un rôle. Il était réellement cet homme engagé, généreux, fidèle à ses principes. Elle avait été tellement aveuglée par la peur d'être manipulée qu'elle n'avait pas su reconnaître la sincérité dans ses gestes. Louise continua sans savoir le poids de ses paroles. On parle souvent de lui comme d'un génie, mais ce qui frappe le plus, c'est son humanité. Il se souvient du prénom de tout le monde. Il écoute vraiment. Quand j'ai passé mon entretien, j'étais terrorisé. Il m'a posé des questions sur mes lectures d'enfance. Je lui ai parlé de vous. Je crois même que ça a joué en ma faveur. Il a dit que les bons profs laissent des traces qu'aucun diplôme ne peut effacer. Claire sentit ses yeux s'embuer. Elle détourna la tête, prétendant chercher un livre sur l'étagère voisine. C'est gentil de sa part. Ce n'est pas juste de la gentillesse. C'est quelqu'un qui agit, pas juste quelqu'un qui parle. Il aurait pu rester dans ses bureaux à Paris ou Genève. Mais non, il est toujours là, à Lyon, à faire en sorte que les choses changent. Il ne le crie pas sur tous les toits, mais il en fait plus que n'importe quel politicien que j'ai vu passer. La conversation continua encore quelques minutes, puis Louise fut appelée ailleurs. Elle la salua avec chaleur, promettant de repasser bientôt. Claire resta seule dans la pièce, son cœur en vrac. Elle s'assit sur une chaise, les mains posées à plat sur ses genoux, comme pour ne pas trembler. Cette rencontre avait ravivé en elle une vague de souvenirs et d'émotions contradictoires. Elle se sentait coupable d'avoir douté, honteuse, d'avoir fui, mais aussi portée par une force nouvelle. Si même une ancienne élève, aujourd'hui adulte, percevait Antoine comme un homme juste et intègre, alors peut-être qu'elle, Claire, avait été trop dure. Elle sortit la lettre de sa poche une fois encore. Mais cette fois, elle n'avait pas besoin de la lire. Elle en connaissait chaque mot par cœur. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit qu'elle était prête, non pas à tout effacer, ni à tout reprendre là où elle avait laissé, mais à avancer, à parler, à comprendre, à écouter, à son tour. Ce passé qui venait de frapper à sa porte lui montrait un chemin, un appel discret, mais impossible à ignorer. Le printemps s'annonçait timidement sur Lyon. Les arbres de la place Bellecour laissaient poindre des bourgeons encore hésitants, tandis que les passants, débarrassés de leurs lourds manteaux, commençaient à lever un peu plus souvent les yeux.
Claire Moreau arpentait les rues avec une énergie nouvelle, le pas plus assuré, l'esprit plus calme. La conversation avec Louise avait agi sur elle comme un révélateur. Elle n'avait pas encore décidé ce qu'elle allait faire, mais elle avait compris qu'elle ne pouvait plus rester dans l'ombre de ses blessures. Elle voulait comprendre. Elle voulait confronter les faits et non ses projections. Et plus que tout, elle voulait retrouver un sens à ce qu'elle savait faire, éduquer, transmettre, construire. Un après-midi, alors qu'elle classait des documents dans le centre culturel où elle était bénévole, un homme en costume sobre mais bien coupé demanda à parler à elle. Elle s'avança, méfiante, les bras croisés, mais l'homme s'inclina légèrement et se présenta comme l'assistant d'Antoine Delacour. Il lui remit une enveloppe scellée avec une carte et un petit dossier. Claire ne comprit pas immédiatement de quoi il s'agissait. Ce n'était ni une lettre d'excuse, ni un message personnel. C'était une proposition. Dans le dossier, un projet complet. Un centre éducatif destiné à réintégrer des enseignants au marché du travail en leur offrant formation continue, accompagnement psychologique et ateliers de remise à niveau. Le projet visait également à intervenir dans des zones défavorisées où les écoles manquaient cruellement de personnel qualifié. Au sommet du dossier, une mention « Direction pédagogique proposée à Claire Moreau ». Elle relut les documents plusieurs fois, l'esprit assailli par une tempête de sentiments. D'un côté, une partie d'elle se sentait flattée, presque émue. De l'autre, elle ne pouvait s'empêcher de douter. Était-ce un véritable projet ? Ou une manière détournée pour Antoine de lui tendre la main une fois de plus? Était-ce une opportunité méritée ou une aumône bien emballée? Elle posa le dossier sur son lit ce soir-là et le laissa là, intact, pendant 3 jours. Elle n'en parla à personne. Elle reprit son travail bénévole, observa les enfants, qui venaient parfois feuilleter des livres en silence, pensa à toutes ces vies suspendues dans le vide d'un système qui ne regardait plus les invisibles. Elle se revit devant un tableau, entouré de rires, de cris, de regards en quête de réponse. Et peu à peu, quelque chose en elle se réveilla. Non pas la fierté, ni même l'orgueil, mais une certitude ancienne, celle de sa capacité à changer des vies, même modestement. Le 4e jour, elle se rendit à l'adresse indiquée dans le dossier. Le bâtiment, encore en rénovation, était situé dans un ancien collège désaffecté du quartier de Veyze. À l'entrée, un panneau discret annonçait « Centre de ressources éducatives, projet pilote soutenu par Medinov ». Elle fut accueillie par une jeune femme souriante, visiblement heureuse de la voir. Le lieu était encore vide, mais des ouvriers s'affairaient, des salles étaient en cours d'aménagement, des plans accrochés au mur. Claire circula lentement, observant chaque détail, chaque recoin. Elle vit les salles de classe futures, les espaces de formation, la petite bibliothèque prévue au rez-de-chaussée. Rien n'était luxueux, mais tout respirait le sérieux et la fonctionnalité. Elle retrouva Antoine dans une des salles encore vides. Il était là en pull et pantalon simple, assis sur une chaise d'école, un carnet sur les genoux. Lorsqu'il la vit entrer, il se leva lentement, les mains dans les poches, le visage calme mais tendu. Ils se regardèrent longuement, sans parler. Puis ce fut elle qui brisa le silence. « Alors c'est ça votre façon de demander pardon ?» Antoine baissa les yeux un instant, puis releva la tête. « Ce n'est pas une demande de pardon. C'est une proposition, un projet qui vous ressemble. Qui peut exister avec ou sans moi ?» Claire croisa les bras. « Pourquoi moi? Il y a des dizaines de personnes plus qualifiées, plus disponibles, moins compliquées, parce que vous avez quelque chose que beaucoup ont perdu, la rage de transmettre, l'humilité de reconnaître qu'on peut encore apprendre, et une compréhension profonde de ce que c'est que d'être oublié. » Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se dirigea vers la fenêtre, observa la cour intérieure où un vieil arbre tentait de refleurir. « J'ai peur que tout ça ne soit qu'une façon de me racheter, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas vous que je veux racheter, Claire. C'est un système qui a broyé des gens comme vous. Je peux construire des machines, financer des hôpitaux. Mais ce qui se passe entre un élève et un professeur, je ne pourrai jamais le remplacer. Je veux seulement créer les conditions pour que cela puisse exister à nouveau. » Un long silence suivit, puis Claire se tourna vers lui. « Et si je dis non? Le projet continue, il est plus grand que nous deux. Mais si vous dites oui, il aura une âme. » Elle resta un instant figée, incapable de parler. Puis elle ramassa le dossier sur la table, le serra contre elle et sortit sans un mot.
Ce soir-là, elle dormit peu. Mais au matin, elle se leva, avec une clarté nouvelle. Elle ne savait pas encore si elle pouvait lui faire confiance, mais elle savait qu'elle pouvait croire en ce qu'elle savait faire, et cela pour l'instant suffisait. La décision n'avait pas été prise dans un éclair de révélation, ni même dans une soudaine bouffée d'émotion. Elle était née d'un processus lent, presque organique, mûrie au fil des jours et des nuits, à travers le frottement de souvenirs anciens et la projection prudente d'un avenir possible. Claire Moreau, malgré ses doutes encore présents, s'était finalement présentée de nouveau à l'adresse du projet éducatif. Elle n'avait pas prévenu. Elle avait simplement franchi les portes du bâtiment en chantier, son dossier sous le bras, la mâchoire serrée, le cœur calme. Elle avait demandé à parler au responsable du développement. Lorsque l'assistante lui avait demandé si elle avait rendez-vous, Claire avait répondu « Non, mais je suis prête ». Ce jour-là, elle rencontra non pas Antoine, mais une équipe entière, architectes, pédagogues, administrateurs, anciens professeurs reconvertis. Tous semblaient portés par une énergie réelle, une foi modeste mais solide, dans l'idée que le monde pouvait s'améliorer par l'éducation, à condition de le faire avec méthode, respect et persévérance. Claire écouta plus qu'elle ne parla. Elle observa les schémas au mur, les plannings de formation, les simulations de budget. À la fin de la journée, elle déclara qu'elle accepterait le poste de directrice pédagogique, mais à ces conditions: autonomie complète sur les contenus éducatifs, recrutement des intervenants par cooptation pédagogique et surtout, aucun lien de dépendance personnelle avec Antoine Delacour. Cette dernière exigence fut transmise par écrit. Antoine la lut dans son bureau en silence. Il hocha la tête, posa la feuille et répondit par une lettre courte, manuscrite. « Accordé. Ce projet est le vôtre autant que le nôtre. Merci. » De lui donner une âme. Antoine. Les semaines suivantes furent intenses. Claire s'immergea dans le travail avec une concentration quasi militaire. Elle passait ses journées sur le chantier devenu campus, coordonnait les équipes, supervisait la mise en place des modules, recrutait d'anciens collègues, écrivait des plans de cours jusque tard dans la nuit. Elle s'installait parfois sur une table d'élèves encore vide, entourée de caisses de livres et d'ordinateurs emballés, une tasse de thé froid à la main, les yeux rivés sur des notes. Antoine venait parfois au centre, toujours discret, toujours en retrait. Il saluait, échangeait quelques mots, assistait à certaines réunions sans jamais intervenir. Il respectait ses conditions, et cela plus que n'importe quelle déclaration, nourrissait chez Claire une forme nouvelle de respect. Un jour, en quittant le centre, elle tomba sur lui dans le hall d'entrée. Il venait de discuter avec un ingénieur chargé de l'équipement numérique. Il était sur le point de partir quand leurs regards se croisèrent. Il s'arrêta, lui sourit, mais ne fit aucun geste vers elle. Elle s'approcha pourtant. « Vous tenez votre promesse, dit-elle. »« Toujours, répondit-il doucement. »« Et vous, vous venez ici en simple mécène, en simple homme, parfois en spectateur. Mais je vous observe avec admiration. » Elle ne répondit pas, mais resta là un instant, à ses côtés, dans ce silence plus apaisé que les précédents. Puis elle reprit son chemin. Au fil des mois, la distance entre eux devint moins tendue, plus naturelle. Ils travaillaient ensemble sans vraiment collaborer, mais leurs échanges devenaient plus fréquents. Ils discutaient parfois en fin de journée, sur un banc du jardin pédagogique ou autour d'un café improvisé. Leurs conversations, d'abord techniques, glissaient parfois vers des sujets plus personnels, leurs lectures, leurs souvenirs d'enfance, leurs regrets. Claire n'avait pas oublié ce qui l'avait blessée, mais elle commençait à voir l'homme derrière le rôle. Et cet homme, elle l'aimait pour ce qu'il ne disait pas, pour ce qu'il faisait sans témoin, sans justification. Un vendredi, soir alors que le centre fermait plus tôt pour une maintenance, Claire proposa à Antoine de rester un moment dans la salle de lecture. Il accepta. Ils parlèrent longtemps, les mains autour d'un bol de soupe, comme deux vieux amis qui n'ont plus besoin de se prouver quoi que ce soit. Elle lui parla de ses premières années d'enseignement, des élèves qu'elle n'avait jamais oubliés. Il lui raconta la mort de son père, ouvrier dans une usine de textile, qui n'avait jamais vu son fils réussir. Ce fut cette nuit-là qu'un basculement eut lieu, imperceptible mais profond. Le regard qu'ils posaient l'un sur l'autre avait changé. Il n'y avait plus de dette, plus de honte, plus de déséquilibre. Il y avait deux êtres humains, marqués par leur parcours, mais liés par une vérité commune, celle de ne jamais avoir cessé de croire aux autres. Ils ne s'embrassèrent pas.
Il n'y eut pas de geste tendre, ni de mots plus forts que nécessaire. Mais en se quittant, leurs mains se frôlèrent légèrement, comme une reconnaissance muette. Ils savaient désormais qu'ils pouvaient construire quelque chose, pas sur les bases fragiles du passé, mais sur le respect qu'ils avaient appris à éprouver. Un respect né du conflit, de l'honnêteté et de l'effort. Et cela, plus que tout, les préparait à ce qui pourrait venir. Le centre éducatif ouvrit officiellement ses portes au début du mois de septembre. La cérémonie fut modeste, comme l'avait souhaité Claire Moreau. Pas de ruban à couper, pas de caméra, ni de discours empoulés. Juste une matinée de portes ouvertes, des présentations, des échanges entre anciens enseignants en reconversion, jeunes stagiaires enthousiastes, partenaires locaux. Claire circulait parmi eux, attentive à chaque mot, chaque regard, notant les suggestions, les remarques, remerciant ceux qui, d'une manière ou d'une autre, avaient cru en ce projet. Elle portait un tailleur gris simple, ses cheveux attachés, avec soin, et dans son regard brillait cette concentration déterminée qu'on reconnaît aux capitaines de navires en pleine mer. Antoine était là, bien sûr, discret comme toujours, vêtu d'une chemise sobre et d'un pantalon en lin. Il avait serré quelques mains, échangé avec les équipes techniques, mais il n'avait prononcé aucun discours. Il s'était tenu, en retrait, observant Claire évoluer dans ce lieu qu'elle avait modelé selon sa vision, avec cette rigueur douce qui la caractérisait. Il voyait en elle ce qu'il avait toujours soupçonné, mais n'avait jamais pu nommer. Une femme de responsabilité, capable de diriger sans dominer, d'inspirer sans écraser. À la fin de l'événement, alors que le soleil commençait à décliner, Antoine resta un moment dans le jardin du centre. Claire le rejoignit, 2 cafés à la main. Elle lui tendit l'un d'eux sans un mot. Ils restèrent silencieux un long moment regardant les feuilles des arbres danser dans le vent. « Vous avez réussi quelque chose de rare, dit-il enfin. Créer un espace où chacun se sent à sa place. » Claire haussa les épaules. « Ce n'est pas moi, c'est l'équipe. Ce sont les gens qui viennent ici, qui veulent encore croire que transmettre n'est pas un acte vain. » Il la regarda avec une intensité qu'il ne chercha pas à cacher. « Ce n'est pas juste du respect que j'ai pour vous, Claire. C'est plus profond. Vous le savez, n'est-ce pas ?» Elle détourna légèrement la tête, puis le regarda droit dans les yeux. « Je le sais, mais je ne suis pas encore prête à ce que cela devienne quelque chose d'autre. Pas parce que je ne ressens rien, mais parce que j'ai besoin de me sentir solide seul avant d'être avec quelqu'un. » Antoine hocha lentement la tête sans surprise ni frustration. « Je comprends, et je suis d'accord. Ce que vous bâtissez ici est bien plus précieux que n'importe quelle histoire d'amour commencée trop tôt. Je veux être là, pas pour vous sauver, mais pour marcher à vos côtés, si vous le permettez. » Claire sourit doucement, un sourire sincère sans ombre. « Alors marchez, mais sans me guider, et sans me suivre non plus, à côté, c'est tout ce que je demande. » C'était la première fois qu'ils exprimaient clairement cette équation étrange qui les unissait, une relation faite de silence respecté, de gestes mesurés, de confiance lente. Ils ne s'embrassèrent pas, ne se promirent rien. Mais à partir de ce jour, une nouvelle forme de lien prit racine. Une amitié dense, chargée de sous-entendus doux, de regards qui en disaient long, de conversations qui glissaient parfois vers des territoires plus tendres sans jamais les franchir. Claire poursuivit son travail avec la même ardeur. Elle fut sollicitée par plusieurs organismes publics, invitée à parler dans des conférences sur la réintégration professionnelle. Elle acceptait parfois, refusait souvent, préférant consacrer son énergie au terrain. Elle écrivait aussi des articles, des notes pédagogiques et parfois en secret des pages de journal qu'elle ne montrait à personne. Antoine continuait de l'accompagner en toute discrétion. Il ne cherchait plus à la convaincre. Il vivait son engagement comme une présence disponible, jamais intrusive. Il assistait aux événements du centre, participait aux décisions stratégiques lorsqu'elle l'y autorisait, mais ne franchissait jamais la frontière de l'intimité sans invitation explicite. Il avait compris que l'amour, s'il devait exister entre eux, naîtrait non d'un moment d'extase, mais d'une accumulation patiente de respect, d'écoute, de chemins parcourus côte à côte. Un soir, après une réunion tardive, Claire et Antoine sortirent ensemble du centre. Il pleuvait légèrement. Ils marchèrent sans parapluie, laissant l'eau leur rafraîchir le visage. Claire leva les yeux vers lui et dit simplement « Vous savez que j'ai encore peur, de ne pas être à la hauteur, de redevenir invisible si je m'autorise à baisser la garde.
Il répondit sans détourner le regard. « La seule chose que je veux, c'est que vous ne perdiez jamais ce que vous avez retrouvé. Votre voix, votre force, votre place. » Ils arrivèrent à un croisement. Claire s'arrêta. « Alors laissez-moi avancer un peu plus loin seul. Ce n'est pas un refus, c'est une promesse. Je reviendrai quand je sentirai que je ne perds rien en partageant ce que je suis devenu. » Il hocha la tête, fit un pas en arrière, puis dit « Je vous attends, sans attente. » Et elle partit, seule, mais pas solitaire. Car à cet instant précis, elle savait qu'elle n'était plus dans une course contre l'abandon, mais dans une marche vers l'égalité. Elle n'avait plus besoin d'être sauvée. Elle voulait être choisie, et choisir, en pleine lumière. L'automne s'était installé doucement sur Lyon. Les feuilles dorées s'accumulaient dans les rues, traçant des chemins d'or sur les trottoirs et les parcs. Le centre éducatif, baptisé désormais Maison Claire, en hommage discret mais symbolique à son esprit fondateur, tournait à plein régime. Le projet initial s'était étendu, accueillant désormais des enseignants en reconversion venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Plusieurs ateliers interdisciplinaires avaient été lancés, des partenariats avec des écoles publiques signés et des publications professionnelles commençaient à faire écho au modèle novateur instauré ici. Claire, directrice active et respectée, devenait peu à peu une référence silencieuse dans le monde éducatif alternatif. Ce matin-là, Claire se tenait devant le grand miroir de l'entrée de sa modeste maison à Sainte-Foy-les-Lyons, qu'elle avait récemment louée avec ses premiers revenus stables depuis des années. Elle ajusta la broche en forme de feuille sur son chemisier crème, une touche discrète d'élégance qu'elle s'autorisait à nouveau. Dans une poche de sa veste, elle glissa un petit papier plié en 4, contenant les grandes lignes du discours qu'elle devait prononcer dans l'après-midi. C'était une journée particulière. Le centre organisait un grand forum des éducateurs, réunissant anciens élèves, enseignants en formation, membres d'associations, journalistes spécialisés, et même des représentants du ministère de l'Éducation. Pour la première fois, elle devait parler en public non comme une ancienne professeure en recherche d'un emploi, mais comme une actrice majeure d'un changement social en cours. L'amphithéâtre du centre était plein. Des chaises avaient été ajoutées à la dernière minute, et les couloirs bruissaient de conversations enthousiastes. Claire circulait avec calme, saluant quelques collègues, répondant aux sourires avec une chaleur mesurée. Antoine était là aussi, bien sûr. Assis au fond de la salle, en retrait, il n'avait averti personne de sa venue. Il n'était pas intervenant, ni sponsor à l'honneur. Il était simplement là, fidèle à sa place d'observateur bienveillant, laissant Claire briller seule. Quand elle monta sur scène, les applaudissements furent immédiats, sincères. Elle attendit que le silence revienne, puis prit une respiration lente. Elle ne consulta pas ses notes. Elle parla directement, avec cette voix claire et posée qu'elle avait retrouvée au fil des mois. Elle évoqua son parcours, sans apitoiement, sans mise en scène. Elle parla du licenciement, de la chute, du vide, puis elle parla de la reconstruction, des rencontres, de la force née de l'écoute et de l'autonomie. Elle n'évoqua pas Antoine par son nom, mais les mots qu'elle choisit, les images qu'elle utilisa, trahissaient l'ombre lumineuse de cette présence dans son histoire. « Ramon, et parfois, dit-elle en conclusion, il suffit qu'une personne vous voie là où tout le monde détourne les yeux, pas pour vous tendre la main avec pitié, mais pour vous rappeler que vous existez encore, que vous êtes capable, que vous méritez de choisir à nouveau. C'est cela que nous faisons ici, tous ensemble. Nous nous reconnaissons mutuellement. Nous resterons l'égalité là où le monde impose l'oubli. » Elle s'arrêta, les yeux brillants, mais la voix ferme. La salle se leva dans une ovation discrète mais prolongée. Antoine, lui, ne bougea pas. Il resta assis, les mains jointes, le regard posé sur elle avec une fierté muette. À la fin de l'événement, alors que les invités s'éparpillaient dans les couloirs pour les ateliers suivants, Claire descendit de la scène, salua quelques personnes, puis, guidée par une impulsion silencieuse, se dirigea lentement vers le fond de la salle. Antoine se leva. Leurs regards se croisèrent. Il n'y eut pas de précipitation ni d'émotion débordante. Juste deux personnes qui savaient exactement ce qu'elles venaient de traverser. « Merci d'être venu », dit-elle simplement. « Je n'aurais pas pu être ailleurs. » Ils sortirent ensemble sur la terrasse arrière du bâtiment. Le vent d'automne soufflait doucement. Claire sortit de sa poche le petit papier qu'elle n'avait pas utilisé,
le froissa et le jeta dans une corbeille. « J'avais préparé un discours, confia-t-elle. Tu n'en as pas eu besoin. » Elle hocha la tête, puis le regarda, sans détour. « Tu as attendu, tu n'as jamais insisté. Tu as laissé de l'espace. Je pense que je suis prête maintenant. » Il ne répondit pas tout de suite. Il s'approcha légèrement, pas assez pour la troubler, mais assez pour que le geste soit clair. « Je ne veux pas être une récompense, Claire. Je veux être ton égal, ton compagnon. Rien de plus, rien de moins. » Elle sourit, cette fois, sans retenue. « Alors viens, marchons. Plus de distance, plus de pause. Juste la suite. » Ils quittèrent ensemble la terrasse, longeant les haies qui bordèrent le centre. Aucun mot ne fut prononcé, aucun accord formel ne fut signé. Mais ils savaient tous deux, en cet instant, qu'ils ne marchaient plus vers une fin, mais vers un commencement. Un lien bâti sur les cendres de l'incertitude, forgé dans l'honnêteté et poli par le temps et la patience. Dans le silence qui suivit, un avenir s'esquissait, un avenir sans promesses excessives, mais avec une certitude rare. Ils étaient enfin pleinement à la même hauteur, et cela changeait tout.